Bienvenue à tous, internautes, auditeurs, dans ce programme que propose en cette journée ViProd, Victoire, Initiative, Productivité. Nous sommes dans cette période d'information et de sensibilisation autour du cancer. Effectivement, le mois d'octobre, nous sommes au beau milieu de ce mois d'octobre, dédié depuis une trentaine d'années à l'information et la prévention, plus particulièrement du cancer du sein. Cependant, Viprod pousse les portes un peu plus loin, plus pousse le regard un peu plus loin et nous propose de nous intéresser davantage au cancer féminin et au cancer masculin durant tout un mois, du 15 octobre jusqu'au 15 novembre. Nous allons donc recevoir pour nous renseigner et encourager la prévention pour une meilleure prise de conscience des corps, leurs forces, leurs faiblesses, mais également pour une meilleure santé et un meilleur épanouissement. Nous allons donc recevoir tout au long de ce mois des spécialistes, des experts dans la médecine. Et cet après-midi, j'ai le plaisir de recevoir le docteur Chikweta Janos, qui est radiologue au CHU de Pointe-à-Pitre. Bonsoir, docteur, et merci d'être avec nous en cet après-midi. Bonsoir Nadine, bonsoir à tous nos téléspectatrices, enfin nos auditrices et auditeurs. Bonsoir à toute la communauté, bonsoir à la grande famille Viprod qui m'invite et tout honneur est pour moi. Merci. Alors, je l'ai dit, vous êtes radiologue, vous exercez actuellement au CHU de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Vous êtes également un homme de foi. Est-ce que vous pourriez vous présenter davantage à nos auditeurs et nos internautes, s'il vous plaît? Bien, merci. Je me prénomme Kikweta Makama Janos, médecin radiologue exerçant en temps plein au CHU de la Guadeloupe depuis plus de 5 ans. Et très passionné à tout ce qui est en radiologie interventionnelle, donc prenant en charge d'une manière diagnostic générale, mais aussi spécialement le patient porteur de cancer chez qui nous sommes appelés à les aider à prendre un petit bout de partie de ces tissus qui est malade pour pousser les analyses, pour comprendre c'est quel type de cancer, quelle est sa nature, quel est le médicament qui va aller le mieux. C'est une partie de la radiologie que nous nous occupons particulièrement et personnellement au sein de l'établissement. Et donc, nous sommes très souvent appelés à être au chevet de ces patients atteints de cette maladie, cette fléau, pour les assister. Et spirituellement, effectivement, je suis chrétien, évangélique, croyant, et je m'occupe spécialement de l'évangélisation dans l'église où je sers les Seigneurs. Très bien, merci pour ces présentations. Avec vous, nous allons aborder aujourd'hui deux cancers, le cancer de l'ovaire et le cancer de l'endomètre. Alors, il s'agira d'informer sur ce que ces cancers, les facteurs de risque, les moyens de protection également, les traitements également que nous pourrions avoir, traitements et suivi de ces cancers. Alors, nous allons tout d'abord commencer par le cancer de l'ovaire. Est-ce que nous pourrions définir dans un premier temps ce que c'est qu'un cancer et ce que c'est aussi que l'ovaire réellement? Alors, merci pour la question. Au fait, je voudrais bien commencer par l'ouvert. J'avais prévu des images pour nous permettre de bien comprendre ce que nous sommes en train de dire. Et alors, l'ovaire, normalement, ça fait partie de ce qu'on appelle les organes d'une femme, donc les organes féminins. Et ce sont des organes qu'on va retrouver, ces deux petites, je peux dire, masses pour juste nous faire l'idée, qui sont retrouvées appendus à côté de l'utérus. Et donc, sur le plan de la composition, j'aime bien donner cette image d'un avocat. Malheureusement, je ne l'ai pas amené. En fait, si vous prenez un avocat, vous le divisez en deux, vous enlevez le noyau et admettons que vous prenez deux stylos sans le petit mandrin à l'intérieur et vous les piquez dans votre avocat, ça fera l'image de trompe. Et imaginez qu'au bout de tes stylos, tu as deux boules qui sont soutenues par ces tuyauteries-là. En fait, c'est l'image qu'on a. Donc, l'utérus sera forcément notre avocat et le tuyauterie sera notre trompe. Au bout de chaque trompe,
vous avez donc les ovaires. Les ovaires ont un rôle important dans la formation et voire même dans la maturation d'une femme, parce qu'en fait, l'ovaire libère des hormones qui vont permettre à ce que la femme soit femme, en termes de voix, en termes de poils, en termes de développement secondaire de ses parties intimes, tout comme de ses parties extérieures. Cela est vraiment l'apanage d'un organe qu'on appelle ovaire. Au-delà de cela, l'ovaire nous permet donc la multiplication ou la procréation, c'est-à-dire que c'est l'ovaire d'une femme qui contient les cellules qu'on appelle les ovocytes ou des ovules communément appelés. Et ces ovules, ce sont ces œufs-là, je peux dire ça comme ça, qui vont rencontrer la sémence masculine pour aboutir à la formation d'un embryon qui, en se développant, finirait par donner un enfant, un fœtus et qui va naître par la suite. Donc, hormis ces côtés du fonctionnement, du développement du caractère ainsi que de tout ce qui est femme, l'ovaire nous permet aussi de participer, permet à la femme de participer activement dans la procréation. Donc, voici les deux grands rôles qui joue l'ovaire et sa localisation. Donc, c'est pratiquement au niveau du petit bassin et latéralement au niveau du petit bassin que on retrouve ces organes-là, mais bien accolés au niveau de trompe où l'ovaire est en communication. Et donc, partant de cette localisation anatomique, le cancer, ça sera la même définition aussi bien que pour l'endomètre que pour l'ovaire. Alors, je vais faire simple. On va vraiment aller sur des termes pas compliqués. Toute cellule, sauf certaines, se multiplient. Se multiplient parce qu'ils doivent se régénérer, ils doivent mourir et d'autres nouvelles cellules doivent arriver sur le lieu. Et donc, cette transformation ou ce changement des cellules qui s'est fait quotidiennement, ce qui explique que lorsque tu as une plaie, la peau neuve prend place hein, parce qu'en fait, il y a eu d'autres cellules qui sont décédées et des nouvelles cellules arrivent. Et ces processus de changement des cellules entre les anciennes et les nouvelles peuvent poser un problème. Ces transformations peuvent poser un souci et les nouvelles cellules venant sur l'endroit, soit ils travaillent mal, donc ils n'arrivent pas à assurer leur fonction, soit ils vont proliférer mais en excès. C'est-à-dire, on avait besoin, je donne un exemple simple, on avait besoin que de 10 cellules, mais voilà qu'on en a des 100, on en a 300 qui sont arrivés en lieu et place d'en avoir 10. Et malheureusement, les 200 nouvelles cellules qui arrivent ne fonctionnent pas correctement comme les cellules qui étaient là avant. Et donc, c'est en gros ces mécanismes qui aboutissent donc à des cancers. Pourquoi? Parce que les cellules qui sont transformées seront anormales et donc, mais aussi, ils vont proliférer d'une manière excessive. Et comme ils prolifèrent d'une manière excessive, les cellules en mise ensemble donc vont former une masse qu'on appelle tumeur maligne. Donc l'idée, c'était un processus normal de remplacement, hein, comme on remplace les corps de garde, comme on remplace les militaires se font le relais. Mais imaginez que il y a un poste où on devait en avoir 2 militaires, vous en avez 50 000 qui arrivent à un seul endroit et que ce sont des militaires qui sont indisciplinés, qui ne fonctionnent pas comme ce qui était avant. Donc, vous aurez une boule et qui devient agressif. C'est cette idée qui permet de comprendre la définition simple et basique du mot cancer. Dans toutes sortes de cancers, c'est ça le principe. Vous avez des cellules qui sont malignes, des cellules qui se comportent pas bien et qui se multiplient en désordre. Et donc, comme ils se multiplient en désordre, ça vous fait une boule sur l'endroit. Sauf que sur le plan cancer de l'ovaire, c'est quand même un problème. C'est pourquoi on en parle aujourd'hui dans Viprod. On veut attirer notre attention parce que c'est un problème. Nous, en médecine, pour dire que une situation devient problématique, hein, il faut que ça revienne fréquemment, il faut qu'il y ait une fréquence de récidive ou enfin une fréquence j'allais dire de fréquentation, prêtez-moi le mot. D'ailleurs, nous devons rencontrer plusieurs fois ces phénomènes dans la population pour que ces phénomènes soient notés comme un problème. Voilà pourquoi, par exemple, le cancer qui touche l'ovaire chez la femme est trouvé en France, par exemple, parmi les 9e causes de cancer chez une femme. Si une femme développe un cancer, la 9e serait l'ovaire. Donc, ça pose un problème, ça devient une situation récurrente, donc c'est un problème. Et donc, il est la 5e cause de mortalité des cancers en 2021. Si on prend
toutes les personnes décédées par le cancer, sur la cinquième position, voyez-vous, c'est le cancer de l'ovaire. Donc, ça devient vraiment un problème parce que ça tue, parce que c'est présent dans la population, parce qu'on en meurt. Alors, de là, il y a des éléments importants à savoir. La première, c'est que qu'est-ce qui peut nous emmener à en avoir? Qu'est-ce qui peut nous emmener un jour, notre ovaire avec qui on est né, il était tranquille, il s'est mis à mal se comporter au point de devenir un cancer. Ou de bien aussi, qu'est-ce qui peut nous éviter donc d'arriver dans ces situations? Alors, je commencerai bien par ce qui nous dérange. Ce qui nous dérange, c'est ce qu'on appelle les facteurs de risque. Le facteur de risque, ce n'est pas la cause de cancer, mais c'est une sorte de succession de mauvais événements ou de mauvaises situations qui, ensemble, deux ou trois, peuvent pousser vers cette transformation maligne ou vers ces dérèglements de multiplication. Et donc, ces facteurs, ça peut être la première, c'est l'âge. L'âge, et on parle de femmes au-delà de 60 ans. Pourquoi? Parce qu'au-delà des 60 ans, on estime, on pense que ton ovaire a travaillé pendant 60 ans. Et donc, un ovaire qui travaille pendant plus longtemps, donc l'ovaire qui fonctionne pendant plus longtemps, donc il a besoin de plusieurs fois se renouveler, et au cours de ce renouvellement de ces cellules, peut se développer un cancer. C'est pourquoi les personnes les plus âgées, au-delà de 60, la tranche d'âge, on dit entre 60 et 78 ans, dans cet intervalle-là, où on a beaucoup plus de cancers de l'ovaire. Pourquoi? Parce que on imagine plus la population vieillit, plus les ovaires continuent à travailler beaucoup, jusqu'autour de l'âge de 50 ans, 55 ans, on parle de la ménopause. Et donc, du coup, c'est juste après la ménopause qu'on peut retrouver ces genres de maladies, c'est développé. Deuxièmement, c'est la nulliparité. La nulliparité veut dire tout simplement une dame ou une femme, oui, qui n'a jamais conçu dans sa vie. C'est vraiment différent. Je ne parle pas de celle qui a conçu, mais qui n'a pas porté jusqu'à terme sa grossesse, mais celle qui n'a jamais conçu, n'a jamais tombé enceinte, comme on le dit. Pourquoi? Parce que pendant la grossesse, l'ovaire se repose. Lorsqu'on est enceinte, l'ovaire se repose. Donc, une femme qui n'a jamais qui n'est jamais enceinte, qui n'a jamais eu à concevoir un fœtus dans toute sa vie, c'est supposé que ses ovaires n'ont jamais eu le temps de se reposer, ne fût-ce que pendant les 9 mois de la période de gestation, c'est-à-dire les 9 mois de grossesse, plus de quelques mois ou quelques années de l'allaitement. Donc, une femme qui n'a jamais conçu, qui n'a jamais eu des enfants, qui n'a jamais eu, est plus exposée, c'est-à-dire qu'elle a beaucoup de risques pour que, à la longue dans sa vie, puisse se développer un cancer. Autre chose, c'est l'obésité, le diabète et l'hypertension artérielle. L'obésité, le diabète et l'hypertension artérielle, c'est un grand boulevard, c'est un lit de beaucoup de choses, c'est un grand boulevard qui emmène dans beaucoup de pathologies et aussi le cancer de l'ovaire. Et après, vous avez ce qu'on appelle la puberté précoce. Alors, le raisonnement est simple. Plus l'ovaire travaille longtemps, plus il a le risque de développer un cancer. Donc, pareil, autant on vit avec un ovaire qui développerait probablement un cancer, de même si tu as commencé à faire fonctionner tes ovaires bien plus avant. L'âge moyen d'une puberté est autour de 11 ans. Et donc, il y a des pubertés précoces autour de 8 ans, autour de 7 ans. Donc, une fille qui a commencé une puberté très précoce, ça veut dire, quand on parle de puberté précoce, c'est-à-dire son ovaire qui était au repos, c'est mis comme ça brutalement à fonctionner avant l'âge. Et donc, du coup, il va fonctionner longtemps. Il ne va pas fonctionner dans la même durée que une personne lambda qui a vu sa puberté commencer autour de 11 12 ans. Donc voilà, le même principe, c'est que plus ça fonctionne, plus on est exposé à développer. Après, il y a le traitement hormonal. Le traitement hormonal, parce que au fait, à la base, parmi le fonctionnement de l'ovaire, c'est l'hormone. L'hormone, c'est-à-dire, enfin, l'hormone, la production des hormones. Et lorsque on donne beaucoup plus de traitements d'hormones, et donc ça va beaucoup plus activer cet ovaire et donc beaucoup plus le faire travailler. Et comme je l'ai dit, l'ovaire qui travaille beaucoup a beaucoup plus de risques de développer les cancers. Et en dernier, on cite quand même des facteurs génétiques, c'est-à-dire que les notions de cancer dans la famille, ça existe, hein, où vous avez la maman qui a été
voilà, diagnostiqué d'un cancer. Et donc, dans une famille, il y a de présence de certaines gènes, le gène dans notre corps, dans notre ADN, qui nous expose dans certains facteurs à développer les cancers. Ce n'est pas parce que forcément ma maman a développé un cancer que j'en aurai. Non, c'est juste que tu as beaucoup plus de chances, beaucoup plus de risques, si on peut dire ça comme ça, mais ce n'est pas enfin, c'est pas une condition obligatoire. Mais lorsque tous ces facteurs, je prends un exemple, tu es obèse, tu n'as pas d'enfant, que ta maman avait développé un cancer, vous avez déjà trois facteurs réunis, tu potentialises le fait d'avoir le cancer. Après, il n'y a pas que ça. Il y a aussi la situation qui nous protège. Et parmi les situations qui nous protègent, donc j'aimerais bien en parler, c'est l'inverse, carrément. Facteurs de, ce sont Oui, les facteurs, nous arrivons aux facteurs de protection, est-ce qu'on peut appeler ça comme ça? exactement. Le Nous avons facteur de des facteurs de risque, protection. d'accord? Dont l'âge, l'obésité, la génétique. Vous nous avez également parlé de la nulliparité, de la puberté précoce et des hormones. Maintenant, ça, c'est un fait. Et comment est-ce que nous pouvons prévenir cela? Comment est-ce qu'on peut se protéger de ces facteurs de risque? Merci beaucoup pour la question et à tous nos auditeurs et auditrices qui vont nous suivre. Alors, important à savoir ce qu'on appelle les facteurs de protection. On a étudié, on a fait des études de médecine, on a essayé d'aller plus loin en regardant le comportement, la vie, et on s'est rendu compte que c'est essentiellement le contraire de tout ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, on parle déjà par exemple de la contraception orale. Toute femme qui prend de la contraception d'une manière générale en fait, part par le principe où la contraception fait reposer l'ovaire. Les ovaires entrent en repos pendant la contraception. La grossesse fait que les ovaires entrent en repos. L'allaitement fait que les ovaires entrent en repos. Et en dernier, on cite la ligature de trompe, mais avec beaucoup d'autres controversations. Mais le principe, c'est que toute situation naturelle ou assisté par les moyens médicaux qui permet de faire reposer l'ovaire, c'est-à-dire de mettre l'ovaire en repos ou Mhm. ralentir essentiellement le fonctionnement des ovaires chez une femme, le protège au fait que cet ovaire-là n'aura pas besoin à se renouveler parce que pendant le travail, les cellules ovariennes se fatiguent, ils doivent donc mourir et être renouvelées. Et donc, pareil, voilà, donc c'est pendant ce moment de remplacement que des perturbations peuvent arriver et aboutir au cancer. Donc, si on réfléchit en envers en disant que l'ovaire qui est au repos n'a pas besoin de tout le temps se renouveler et renouveler ses cellules. Donc, les erreurs de renouvellement de la cellule aussi est tellement faible et donc les erreurs aussi d'aboutir à des cancers suivent. Donc, ça sera très faible. Voilà pourquoi, en gros, toute situation qui fait reposer les ovaires est donc un facteur de protection. Ça peut être donc la contraception, la grossesse, l'allaitement, ainsi qu'on parle de ligature de trompe. Très bien. Alors, docteur Kikweta, alors nous avons vu ces deux parties, les facteurs de risque, les facteurs aussi de protection. Est-ce que nous pouvons aborder les signes, les symptômes que nous pourrions avoir et qui préviennent, qui avertissent qu'il y a un problème dans cette partie du corps, tout simplement? Bien, alors, ce sont les signes que je pourrais peut-être répéter, mais la répétition, c'est la mère de la science, donc ça ne me dérangerait pas. Et pour comprendre, il y a des signes. Il y a des signes d'alerte. Il y a des signes qui nous annoncent qu'il y a un problème. Et qui nous met en alerte. Malheureusement, la première des choses, ces signes arrivent tardivement. C'est-à-dire que lorsque on a un cancer, ça peut être tout petit, hein, un petit truc de 2 millimètres, de 3 millimètres, de 4, de 5, on ne sait pas vraiment le détecter. C'est lorsque tardivement ça commence vraiment à s'exprimer qu'on en découvre parce que l'ovaire, d'une manière générale, n'est pas trop expressif. Et donc, le premier signe qu'on peut déjà noter, ce sont des saignements vaginaux anormaux. Je cite sur le nom de anormaux. Il y a des saignements qui sont normaux et des ceux qui sont totalement anormaux. Et surtout, n'oubliez pas, dans un contexte de cet âge dont je parlais, d'au-delà des 60 ans, une femme au-delà de ses ménopauses ne doit plus voir le saignement. Une femme en ménopause ne voit pas le saignement.
Pourquoi? Je vais expliquer. Parce qu'en fait, l'ovaire est totalement lié à l'endomètre. L'endomètre est lié à l'ovaire. Comment? Je vous ai montré l'image, je vous ai parlé de l'image de comment on appelle ça, l'image de l'utérus. Et donc, quand vous prenez l'avocat en forme de l'utérus, que vous coupez votre avocat en deux tranches, vous allez vous rendre compte qu'en enlevant le noyau, tout de suite, il y a une couche fine à l'intérieur qui tapisse l'intérieur, qui est une sorte de un peu marron. C'est toute ma membrane de marron qui est déposée à l'intérieur de l'avocat. C'est la même image qu'en endomètre. C'est-à-dire que vous avez l'utérus à trois couches. Il y a une couche externe comme la peau de l'avocat. Vous avez la partie charnue de l'avocat que nous mangeons, ça représente l'endomètre. Et tout de suite après, il y a une petite couche qui se dépose à l'intérieur comme une fine membrane marron. C'est ça l'endomètre. Cet endomètre est totalement lié à l'ovaire. C'est l'ovaire qui fait que l'endomètre puisse se développer. Et quand l'ovaire s'arrête de fonctionner, l'endomètre aussi arrête de croître et donc il est détruit et on la perd comme de sang, ce qu'on appelle le menstru ou le menstruation. Donc l'ovaire est lié. Et donc si il y a un problème au niveau des ovaires, le premier élément ou la première personne à souffrir, c'est l'endomètre. C'est pourquoi vous aurez des saignements qui sont dits anormaux. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres cancers de l'ovaire qui sécrètent les hormones. C'est-à-dire que tu as atteint une période où les ovaires ne doivent plus fonctionner, mais à cause de ces cancers-là, le cancer qui a des cellules anormales, ces cellules anormales ne comprennent pas que tu as déjà 60 ans et que ça devait s'arrêter de fonctionner, non. Et comme ce sont des cellules des cancers, ils continuent à fonctionner, donc à libérer des hormones et ton endomètre qui est très loin, qui reçoit cette information, il continue à se développer alors que tu ne devrais pas l'avoir. Par conséquent, tu te rends compte que à avoir des saignements vaginaux anormaux alors que tu n'as pas l'âge. Deuxième signe, ce sont des pertes vaginales, toujours dans le même contexte. Tu ne peux pas avoir des pertes vaginales, d'autant plus que ça sort de l'endomètre. Mais voilà que ton endomètre, au-delà des 60 ans, continue à fonctionner alors que tu ne devrais pas avoir un endomètre qui fonctionne normalement. Pourquoi? Parce que quelque part, il y a une anomalie au niveau de l'ovaire, et spécialement souvent des cancers, et qui fait que l'endomètre puisse fonctionner et continuer surtout à fonctionner. Plus loin, nous avons donc, si ça ne donne pas que de perturbations hormonales qui se manifestent par des pertes vaginales et des saignements, vous pouvez donc avoir une masse, une boule au niveau du bas-ventre. On ressent une sensation de pesanteur ou une sorte de masse qui se balade un peu autour de notre petit bassin. On ne sait pas bien l'expliquer. De temps en temps, on a une boule qui se balade. Ce n'est pas forcément que c'est un cancer, mais c'est un signe qui nous met la puce à l'oreille pour qu'on ne soit pas resté à la maison. Vous avez donc le gonflement de l'abdomen, hein, je l'ai dit gonflement, c'est-à-dire un ballonnement du ventre, mais spécialement très souvent au niveau du bas-ventre. Vous avez des douleurs à la miction et une sorte de faux besoin d'aller uriner et de fatigue inhabituelle. Alors, le gonflement de l'abdomen, les douleurs lorsque à la miction ou de l'impression d'avoir envie d'épicer, mais quand vous y allez, vous n'avez rien. C'est tout simplement parce que très souvent, cet ovaire a pris une masse, a pris un volume qui occupe de l'espace. Et en occupant de l'espace dans ton bassin, ça peut toucher la vessie, c'est-à-dire refouler la vessie et te donner des mictions qui sont douloureuses ou de faux besoins d'uriner. Et tout comme ça peut donc, comme ça occupe un espace, ça peut faire gonfler le ventre. Vous voyez le ventre un peu ballonné, comme on appelle, vous avez le petit bassin un peu ballonné, mais qui forcément peut ne pas être l'ovaire, mais ce sont juste des signes qui nous mettent la puce à l'oreille. Très bien. Alors, on entend au travers de votre discours, docteur, qu'il y a un lien véritablement entre l'ovaire et l'endomètre. Est-ce qu'on peut dire que le cancer de l'ovaire systématiquement fragilise l'endomètre? Je sais que il me semble que le cancer, en tout cas de l'endomètre, est, je ne sais pas, est peut-être moins répandu, en tout cas on en parle moins. Cependant, il semble quand même que ce soit un cancer en, que, au niveau, en tout cas à l'échelle de la France, c'est le troisième cancer auprès des femmes. Et Exactement. pourtant, on en parle moins. Alors, effectivement, c'est-à-dire que quand on dit troisième cancer de la femme, on cite l'endomètre, c'est-à-dire que dans le, la femme d'une manière générale,
il y a d'abord le sein qui est touché en premier, il y a le col qui est touché en second, et après, il y a l'endomètre, et ensuite l'ovaire et d'autres organes. Là, c'est, je dirais, je dirais, la fréquence des survenues, c'est-à-dire le nombre de fois où on trouve plusieurs fois. Je peux dire ça comme ça, le nombre de fois où la gestation se répète. S'il y a un cancer qui se répète ou qui revient beaucoup chez la femme, c'est effectivement le cancer de l'endomètre. Effectivement, on en parle de moins en moins où on n'en trouve pas tellement. En fait, c'est parce que, comme je le dis tantôt, il y a beaucoup de facteurs. En fait, ils partagent déjà le même facteur et la même définition que tout autre cancer, autant comme le cancer de l'ovaire, le cancer de l'endomètre. Mais la différence serait déjà autour de la localisation. L'ovaire est en dehors de l'utérus, mais l'endomètre, c'est une couche, c'est comme, voilà, une couche, le mot c'est vraiment couche, une membrane qui vient tapisser, qui est déposée à l'intérieur de l'utérus. Et cette membrane, je veux une parenthèse rapidement, nous sert de beaucoup de choses, et parmi, et la plus importante, c'est, permet à ce que l'œuf, c'est-à-dire que lorsque la sémence masculine et la sémence féminine se rencontrent, ça forme un embryon et cet embryon doit se développer dans un milieu propice. Et le milieu propice qui permet à ce que l'œuf puisse se développer, c'est l'endomètre. Donc l'endomètre nous sert plus dans la période où la femme est capable de porter une grossesse, ce qu'on appelle la période de procréation ou la période de gestation, c'est-à-dire une période de la vie où la femme est capable de procréer. Mais au-delà de cela, au-delà des 55 ans, au-delà des 60 ans, la femme entre en ménopause, on n'en a plus besoin, on n'a pas besoin de l'endomètre. L'endomètre ne peut plus fonctionner dans cette période-là naturellement. Et donc, comme l'endomètre fonctionne, il obéit aux ordres de l'ovaire, il grandit ou il arrête de grandir en fonction de l'ordre reçu par l'ovaire et l'ordre passe par les hormones. Donc, ce qui fait que le facteur de protection de cancer de l'ovaire qui sont appliqués très souvent dans la société protègent essentiellement contre ceux de cancer de l'ovaire, mais aussi les cancers de l'endomètre, ce qui justifierait une une diminution de fréquence quand même à ces jours. C'est pourquoi, même s'il est troisième, mais l'écart est tellement important entre le col et le cancer de sein, l'écart est tellement important, voilà pourquoi on en parle moins, mais il occupe une place quand même. C'est comme si, je veux dire simple, vous avez 10 pour le cancer de l'ovaire, pardon, du sein, vous en avez 7 pour le cancer du col, et puis vous avez 2 pour l'endomètre. Même s'il est 2, mais il est quand même cité. Même s'il est faible, mais au moins sur la liste, il est quand même troisième. C'est pourquoi on en parle de moins en moins, mais ça existe. Très bien. Alors, dites-nous quel diagnostic pour ces deux cancers? Bien, donc on dirait que, avant de parler de diagnostic, on a tout de suite compris que le facteur de protection, le facteur de risque, ainsi que les signes sont presque identiques pour le cancer de l'endomètre et les cancers de l'ovaire. C'est vraiment à l'identique parce qu'ils sont tellement intimement liés dans leur façon de fonctionner. Comme ils fonctionnent de la même manière, c'est-à-dire que c'est l'ovaire qui informe l'endomètre, c'est comment ce qu'il doit se comporter, c'est-à-dire se développer, arrêter de se développer et sortir sous forme de sang. Et donc, ils auront les mêmes signes. Alors, on y va. Comment arriver donc à poser le diagnostic, c'est-à-dire à trouver, à identifier ce qui perturbe. C'est ça le diagnostic en médecine, c'est d'arriver à identifier le problème. Et donc, pour ce faire, la première des choses, c'est que nous, patients, nous, personnels malades, lorsque je dirais patient, patiente, lorsque nous remarquons ces signes ci s'évoquer, nous ne devons pas rester chez nous. L'idéal, c'est de consulter, d'aller voir le médecin traitant pour rapporter exactement avec tes mots ce que tu ressens, ce que tu perçois. Il faut vraiment le rapporter tout de suite et surtout lorsque le premier élément d'alerte, vous avez un âge qui correspond pas avec ce que tu es en train de vivre. Vous avez un âge, mais vous voyez les saignements, vous avez un ventre qui grossit, vous avez toutes ces choses. Vous ne devez pas rester à la maison, ce sont des signes d'alerte.
à aller consulter un médecin, à aller voir un médecin qui va vous examiner, qui va aller rechercher encore à approfondir le signe que vous avez apporté. Il va essayer d'aller en profondeur pour comprendre quand tu parles des saignements anormaux, de quoi il s'agit. Quand tu dis que tu as un gros ventre, c'est quoi? Il va vous palper, il va vous toucher sur le ventre, il va faire un examen parfois intime et approfondi pour qu'il arrive vraiment à savoir si le signe que tu présentes viendrait forcément soit de l'endomètre, soit de l'ovaire. Nous avons la technique pour, nous avons le moyen pour aller plus loin pour comprendre effectivement est-ce que c'est l'ovaire ou l'endomètre ou c'est autre chose parce qu'il ne faut pas toujours garder en esprit le cancer. Il y a beaucoup de situations qui présentent le même tableau que les mêmes signes. Donc, c'est que moi j'ai énuméré tout à l'heure. Il y a beaucoup de situations, ça peut être une infection, ça peut être tout simplement une malformation qu'on est né avec et qu'on découvre à l'âge adulte. Il y a beaucoup de situations qui peuvent donner le même signe qu'un cancer. Voilà pourquoi l'idéal, la première des choses, c'est d'aller voir le médecin qui, par son intelligence et par son expertise, va essayer de débroussailler un peu le tableau pour comprendre est-ce que je suis devant un cancer ou pas. Et si je suis devant un cancer, c'est un cancer de l'ovaire ou un cancer de l'endomètre. C'est alors qu'il va déployer maintenant ce que nous on appelle la paraclinique, c'est-à-dire les examens très poussés. Il s'agit de la radiologie parce qu'il faut toujours chercher à voir avec les images, avec les yeux, et chercher à voir l'état de l'endomètre et l'état de l'ovaire. C'est simple. Nous avons beaucoup de moyens pour le faire. On peut commencer par une simple échographie. Deuxièmement, on peut faire une IRM. Troisièmement, on peut faire un TEP scanner ou la scintigraphie. Il y a vraiment des méthodes actuellement poussées pour arriver à voir est-ce que vraiment il y a un cancer ou pas. Après, il y a une prise de sang à la recherche de marqueurs tumoraux, à la recherche de certaines perturbations sanguines qui sont liées au cancer. Et à la fin de tout cela, si on a confirmé qu'il s'agit bien d'une boule, je peux dire ça comme ça, ou il s'agit d'une masse qu'on voit au niveau des ovaires, et que l'imagerie peu hésitante et ça arrive où l'imagerie n'arrive pas à totalement trancher, on peut être amené donc à aller prélever un petit bout d'abord de la masse, ce qu'on appelle la biopsie. On va juste prendre un petit épingle, une petite moucheture dans la boule, dans la masse, pour faire ce qu'on appelle l'anatomopathologie, c'est-à-dire ils vont aller regarder vraiment les cellules avec un microscope pour comprendre que est-ce que cette cellule-là, elle est altérée parce que c'est juste une infection ou effectivement altérée parce qu'il y a un cancer qui s'est développé. C'est à l'issue de ces éléments-là, c'est-à-dire votre consultation chez votre médecin et toute cette batterie, cette gamme d'imagerie ou gamme de moyens qu'il va mettre en place pour arriver au diagnostic, c'est alors qu'on va confirmer qu'il s'agit d'un cancer, soit de l'ovaire, soit de l'endomètre. Ce n'est pas tout, parce que derrière de cela, il faut donner le stade. Il faut essayer d'arriver à dire c'est des grades 1, des grades 2, des grades 3 ou des grades 4. Très bien, docteur. Eh bien, pourquoi ne pas aborder justement les traitements possibles, justement concernant ces deux cancers? Bien. Alors, nous sommes actuellement dans une période qu'on appelle evidence-based medicine. C'est la médecine qui est basée sur le preuve évidente. On n'arrive plus à soigner comme ça, non. On a une obligation médicale et déontologique de trouver la cause et de soigner efficacement parce qu'on estime, on a identifié correctement la nature même de la maladie, on donne une dose appropriée. Et surtout, c'est vraiment un principe actuel, on commence à soigner les cancers presque à la carte. C'est-à-dire que c'est comme si tu entres dans un restaurant, on ne mange pas tous de la même manière, chacun compose un peu son repas. C'est pareil actuellement, on commence maintenant à aller soigner les cancers à la carte, c'est-à-dire l'identifier jusqu'à sa signature ADN pour lui donner un traitement adapté à la carte. Et donc, il y a plusieurs méthodes de traitement, effectivement, qui, en fait, dépend, comme je le dis, à la découverte du cancer, quel stade. Lorsqu'on découvre un cancer, la première des choses, parmi les choses à faire, c'est, ben oui, on l'a découvert, c'est comme si on a pris une photo, mais il a quel âge la personne? Et en fonction de l'âge, on met un traitement. C'est-à-dire, le traitement, c'est fait selon le stade à la découverte. Il y a une gamme variée de traitements. On peut d'emblée, directement aller opérer.
aller enlever la masse. Et le principe, lorsqu'on enlève la masse, on essaye d'enlever toute la masse et même de parties, entre guillemets, on suppose frontières. Quand on dit zone frontière, c'est entre les tissus supposés sains et le tissu cancer. L'idéal, c'est d'aller un peu plus vers les tissus qui sont supposés malades. Comme ça, on est sûr qu'on est dans une zone de sécurité et qu'on a tout enlevé. Parce qu'il faut oublier que dans la suite, il y a une notion de métastase qu'il faut toujours garder en esprit. On peut donc d'emblée opérer, tout comme l'opération peut être prise en sandwich, comme on le dit en médecine. C'est-à-dire qu'on met d'abord quelque chose avant, on peut mettre la chimiothérapie avant, un traitement, et puis on vient faire l'opération, et puis on finit par une chimiothérapie. On appelle ça le traitement en sandwich. Vous avez l'opération passe entre deux chimiothérapies. Tout comme on peut mettre la chimiothérapie, l'opération chirurgicale et après la radiothérapie. Alors, la chimiothérapie, c'est juste un traitement sur base de produits chimiques. C'est vraiment pas sorcier. Et que le produit chimique aujourd'hui, il y en a vraiment une panoplie et on en produit du jour au lendemain. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas que l'objectif, c'est de tuer une cellule. Et une cellule se multiplie. Lorsqu'une cellule se multiplie, il transmet les informations à sa fille. Je suis père, j'ai ma fille me ressemble en termes de taille du nez, couleur de la peau, parce que en mettant au monde ma fille, je lui ai transmis un certain nombre d'informations. Et donc, c'est pourquoi elle est ma fille, elle me ressemble. Pareil, les cellules dont je vous ai dit qui devraient se renouveler, lorsqu'ils se renouvellent, ils produisent des cellules filles qui doivent venir faire le rôle. Donc, ils doivent avoir l'information de la cellule mère. Sauf que dans les cancers, l'information transmise n'est pas parfois pas la même chose. Donc, l'information transmise peut être totalement différente de la cellule antérieure et vice-versa. De même que sa sœur, c'est-à-dire vous avez dans une même famille, imaginez, vous avez une famille où vous avez 10 enfants. Mais chaque enfant a rien de semblable à ses frères ou ses sœurs. Et entre les enfants et les parents, quand je dis rien de semblable, ni la taille, ni la couleur de la peau, ni la taille, la couleur du cheveu. Donc, ça fait vraiment une sorte de brouhaha, une sorte de désordre. Voilà les cancers. Ce qui fait que si vous voulez soigner ce type de situation, une seule chimiothérapie ne suffisera pas parce qu'en fait, là, vous allez peut-être tuer deux enfants, mais les trois autres qui n'ont rien à voir avec, qui n'ont pas les caractéristiques des mêmes enfants, ils vont pas partir. Je donne un exemple. Si tu dis, bon, j'ai deux enfants qui mangent trop des gratins et les autres ne mangent pas les gratins et ils mangent par exemple la loco. Et donc, si tu te dis, bon, si je leur prive de la loco, tout le monde va mourir de faim. Mais non, parce qu'en fait, n'oublie pas qu'il y a de ceux qui ne mangent pas la loco, ils mangent que les gratins. C'est au fait ça le problème de la chimiothérapie et des cancers. Vous avez des cellules qui sont tellement différentes entre elles, mais différentes aussi avec leur origine. Donc, ce qui fait que la chimiothérapie va être très longue, va être à des molécules différentes pour essayer de toucher tout le monde. Et n'oubliez pas que comme comme on appelle, le cancer se multiplie beaucoup, donc on va aussi multiplier beaucoup des séances de chimiothérapie. Voilà pourquoi on parle de cycle de traitement. Pourquoi cycle? Parce que nous voulons attraper la cellule au moment où il veut se multiplier. Donc, il y a un moment où les cellules se calment, nous aussi on se calme, et lorsqu'il veut se multiplier, on reprend aussi le cycle de chimiothérapie. Voilà pourquoi la chimiothérapie se fera souvent en cycle pour arrêter les cellules à chaque fois qu'il veut se développer. Donc, on va s'adapter à sa croissance et l'attaquer à chaque fois, mais de manière diverse, de manière différente. Alors, il y a la radiothérapie. Bon, la radiothérapie, c'est une sorte de bombe. Hein. Vous avez la cellule qui est là, elle est bombe. On va larguer des rayons qui vont le brûler, le détruire, le déformer et brûler vraiment. Le terme, c'est brûler. Quand on parle de radiothérapie, ce sont des rayons X qui vont descendre sur toutes ces cellules malignes. Ils vont même pas faire la part de choses, même pas les différencier. Alors, on va tous les brûler en même temps. Il y a actuellement l'hormonothérapie ou l'immunothérapie. On essaye de se rapprocher de plus en plus de l'identité profonde de chaque cellule ou de chaque cancer pour les soigner de manière efficace. Donc, dans une panoplie de traitements, hein, on parle de la chirurgie, de la chimiothérapie, de la radiothérapie que j'ai essayé d'expliquer rapidement le principe pour qu'on comprenne pourquoi on fait la chimio plusieurs fois. C'est juste parce que
la cellule là qui se multiplie plusieurs fois, il a des cycles, des moments où il se calme et puis des moments où il se multiplie. Et très souvent, dans ces moments où il se multiplie, qu'il produit des cancers, où il produit de métastases. Et donc, c'est pourquoi nous aussi, le traitement s'adapte en cycle pour arriver à les soigner. Évoquons maintenant le résultat après ces traitements. Qu'est-ce qu'il en devient de façon globale? Nous savons qu'aujourd'hui, en matière de, de traitement, nous avons des traitements qui sont de plus en plus efficaces. Il n'en demeure pas moins vrai que parfois la guérison est au rendez-vous, mais d'autres fois non. Alors dites-nous, après ces traitements, quel suivi, quelle évolution chez les patients? Alors, d'une manière générale, on a essayé pour permettre un bon contrôle de la situation, bien suivre nos patients. On a essayé de résumer trois concepts importants qui arrivent. C'est-à-dire que on peut attraper un cancer, peu importe, et qu'on met en place un traitement adapté à la situation de l'heure. J'ouvre une parenthèse. Ah oui, ma voisine avait un cancer, on l'a donné directement, on l'a amené à l'opération. Moi, j'ai un cancer, on ne veut pas m'opérer, on veut d'abord me donner des médicaments. Je le répète, tout dépend dans quel stade, dans quel niveau tu as quand on a découvert cela. Donc, ta voisine peut avoir juste une toute boule de rien du tout, de 2 millimètres, qui n'a rien donné, qui n'a pas envahi ailleurs, qui n'a pas donné des métastases, comme on dit, autour d'elle ou à côté. Eh bien, on propose directement la chirurgie, tout comme on peut dire d'abord, non, on commence d'abord par la chimiothérapie. Donc, quels que soient les traitements qu'on a mis en place, on aura trois grandes situations d'une manière générale, ou quatre même, je peux dire. La première, c'est la guérison. La deuxième, c'est la rémission. On en parle souvent. Et la troisième, c'est la rechute. Et je me expliquer la différence entre rémission et guérison. La remission est définie de manière globale, de manière consensuelle dans tout le monde entier pour qu'on puisse parler le même langage lorsqu'on suit un patient, parce qu'il peut arriver que je parle d'un cas en Amérique, en Afrique du Sud, n'importe où, il faudrait qu'on parle le même langage. Donc, quand on dit le patient est en remission, c'est tout simplement une période donnée où on n'arrive pas à détecter les cellules cancéreuses dans son corps. On a eu une période de diagnostic où on a trouvé qu'il a un cancer, on a vu les cellules malignes, on a mis en place un traitement, quel que soit le traitement, et juste après ces traitements, dans des contrôles récents, dans un contrôle proche, on n'arrive plus à détecter les cellules cancéreuses. Je précise, détecter. Pourquoi? Parce que ça dépend de la méthode utilisée pour détecter. Je donne un exemple. Il y a de ces cancers qui ne se voient qu'à l'IRM. Par exemple, il y a de ces cancers qu'on peut voir à l'échographie et à l'IRM. Il y a de ceux qui sont visibles que à l'IRM. Donc, si lors d'un contrôle, on n'a fait que l'échographie, on peut bien dire qu'il n'y a pas de cellules malignes détectées, mais c'est la méthode de détection utilisée là qui n'est pas efficace et donc peut-être proposer une autre méthode pour aller le voir. Par exemple, au lieu de faire la radiologie, on n'a pas fait une prise de sang. Parce que dans la prise de sang, il y a ce qu'on appelle les cellules cancéreuses qui se déroulent ou les marqueurs du tumeur. Et donc, tu peux avoir le marqueur tumoraux à zéro, zéro, rien du tout. Mais quand on fait, par exemple, l'imagerie, on trouve que la boule est encore là. C'est-à-dire que la boule, soit il produit plus ses marqueurs, mais il est encore là. Donc, la détectabilité dépend du moyen qu'on a utilisé. Pour faire simple, la rémission, c'est quand même une période où on n'arrive plus à détecter une cellule cancéreuse, quelle que soit la méthode. Aussi bien en prise de sang, on entend parler, ah oui, j'ai des marqueurs normaux, j'ai des marqueurs qui sont redescendus normaux, on entend parler de cela. Tout comme on a fait la radio, la boule n'est plus visible. On a fait l'imagerie, on ne voit plus la boule, soit cancer, enfin, pardon, soit le scanner, soit l'IRM, soit l'échographie, soit la scintigraphie. On a fait tout ça, on ne voit plus la boule. Pendant cette période, nous, en médecine, on dit que la personne est en rémission. Cette rémission. Après, vous avez la guérison. La guérison, c'est lorsque la rémission, cette période-là, reste définitivement ou d'une manière très longue, pour faire simple. Parce que nous, le côté définitif en médecine,
on marche un peu sur les œufs, on n'aime pas donner les faux espoirs, comme on dit. La médecine, on va rester un peu en neutralité, on va être neutre, on va pas trop s'emballer. Donc, on dit la guérison, c'est lorsque la rémission dure suffisamment. Comme pour dire, la guérison, c'est lorsque la rémission est définitive. C'est-à-dire que, ad vitam aeternam, on n'arrive plus à détecter les cellules cancéreuses, quelle que soit la méthode utilisée pour détecter, que ce soit par prise de sang, que ce soit par les images du corps entier, que ce soit d'une manière clinique. Tu n'as plus de maux de tête, tu n'as plus de perte de sang, tu n'as plus de ballonnement du ventre, tu n'as plus tout ça, et que sur la prise de sang, les marqueurs tumoraux sont normaux. À l'imagerie, pareil, on n'a rien retrouvé. On dit que tu es en rémission, et si la rémission est très, très, très longue ou définitive, on dit que tu es guéri. Et en dernier, situation malheureuse, ce sont les rechutes. C'est-à-dire, la cellule cancéreuse réapparaît, soit d'une manière locale, soit à distance. C'est-à-dire que localement, là où ça a commencé, on voit que ça repousse, ça réapparaît, ou ça peut réapparaître concomitamment au niveau de la zone localement où ça a commencé, ou ailleurs, ce qu'on appelle les métastases. Tout comme ça peut, sur le plan local, on ne retrouve plus rien, il n'y a plus rien sur le plan local, mais au niveau de la tête, bien au niveau du poumon, ou ailleurs, au niveau des os, par exemple, on retrouve des cellules cancéreuses qui sont venues de l'ovaire. Donc, ça existe. C'est pourquoi la rémission, on y va vraiment sur les œufs. Pourquoi? Parce qu'en fait, un cancer peut être totalement non détectable dans toutes nos méthodes, mais il avait déjà envoyé des petites cellules cancéreuses qui sont passées par le sang et qui sont allées se déposer, par exemple, au niveau du cerveau. Ils sont allés se déposer au niveau des muscles, au niveau des os, mais ils ne se sont pas encore développés. Ils sont un peu quiescents. Ils restent là. On n'arrive pas à les tuer parce que la chimio n'arrive pas là-bas, par exemple, mais ils sont là, ils attendent. Et jusqu'à ce qu'à un moment, ils vont pouf, se mettre à se développer sans forcément avoir un lien avec leur origine. Donc, là, au niveau de l'origine, localement, il n'y a rien. Mais au moins, enfin, malheureusement, vous avez des métastases à distance. Donc, la rechute, cette période des rechutes, c'est lorsque vous avez une réapparition des cellules cancéreuses, soit localement ou ailleurs. Voici un peu, en gros, les trois grandes situations qui peuvent arriver lorsque on commence un traitement. Merci infiniment, docteur Kipeta, pour ces informations, pour ces encouragements également que vous nous avez apportés en ce jour au sujet des cancers de l'ovaire et du cancer de l'endomètre. Ce sont de précieuses informations que vous nous avez emmenées. Nous arrivons vraiment au terme de cette session. Est-ce que vous avez une parole en conclusion, tout simplement? Pour finir, Exode, chapitre 15, verset 26, il dit, il leur dit, si vous écoutez attentivement l'Éternel, votre Dieu, et si vous faites ce qui est droit à ses yeux, si vous êtes attentif à ses commandements, et si vous obéissez à tous ses lois, je ne vous infligerai aucune des maladies dont je frappais les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui vous apporte la guérison. L'Éternel et c'est lui qui nous apporte la guérison. Et il précise qu'il ne va pas nous infliger aucune de maladie dont a été frappé les Égyptiens. Et essentiellement, quand vous regardez le fléau qui se sont abattus sur l'Égypte, on voit aussi les cancers. Dieu nous promet, le Seigneur nous promet, si nous avons donné notre vie à Jésus et que nous marchons conformément à sa parole, il ne va pas permettre à ce que le cancer nous frappe. Et si, malheureusement, cela nous a déjà frappé, il nous promet en disant, car je suis l'Éternel qui vous apporte la guérison. Que Dieu nous bénisse. Merci, docteur Kikwita. Nous savons que la maladie peut être aussi une épreuve et nous trouvons également encouragement au travers de votre intervention finale. Merci pour VIPROD, Victoire, Initiative, Productivité. Nous avons été ravis, en tout cas, de partager ce temps-là avec vous et nous remercions nos internautes et nos auditeurs qui prendront le temps de nous écouter et qui auront sans doute encore des questions à poser. La paire est à suivre. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.